Elles sont infiniment petites et pourtant elles font grand bruit. Les nanoparticules de synthèse envahissent votre quotidien sans que vous le sachiez forcément. Beaucoup de domaines sont concernés, la médecine, les cosmétiques, le sport, l'électronique, les textiles, les produits de nettoyage. Cette technologie de l'infiniment petit est innovante. Elle présente a priori plein d'avantages. Elle soulève aussi passablement de questions. Quels sont les risques pour votre santé? Quel est le destin de ces nanoparticules de synthèse une fois lâchées dans l'environnement? Des questions et des réponses ce soir grâce à vous, Jacques Diésy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur honoraire de toxicologie à l'Université de Lausanne. Merci de nous avoir rejoints dans ce décor, dans ce panorama grandiose, sublime. Je vous propose tout d'abord de faire mieux connaissance avec ces nanoparticules de synthèse. C'est un reportage de nos collègues alémaniques de Kassensturz, adapté par Anne-Marc Walder et Luc Mariot. Autant que je sache, ça doit avoir trait à des petites choses. Des choses minuscules, vraiment très petites, presque rien. D'après moi, il s'agit de choses petites, des miniatures. D'après moi, ce sont des fractions de particules. Prenez cette mythe qui mesure 1 millimètre. Eh bien, un nanomètre représente 1/1000e de millimètre. Les nanotechnologies, ça se joue dans une autre dimension, celle de l'infiniment petit. Elles interviennent à cette échelle vertigineuse. Grâce à cette technologie du minuscule, il est possible de développer des produits aux propriétés inattendues. Il en existe déjà des centaines. Nano pour les parquets, nano pour les jantes, mais aussi nano pour les habits, les plantes ou encore le verre. Vous pouvez en enduire les vitres, en mettre aussi sur le pare-brise de votre voiture. L'eau perle alors à la surface de la vitre, qui par ailleurs se salira moins vite. Et le fait est qu'une couche si fine, de l'ordre du nanomètre, offre une protection parfaite contre l'eau et les salissures. En clair, les nanotechnologies permettent de gagner de l'argent. Exemple parlant, ce produit pour nettoyer les vitres, dont le fabricant propose deux versions. L'une classique, l'autre nanotechnologique. Acheté dans le même magasin, le prix varie presque du simple au double. Autre application, le textile. Nous voici à Sevelen dans le canton de Saint-Gall. Chez Schoeller, on est aussi passé à l'ère des nanotechnologies. En collaboration avec l'EMPA, le laboratoire fédéral d'essai des matériaux, ce fabricant textile a développé une nouvelle manière de traiter les tissus. La machine trempe le tissu dans une nano-émulsion. Le tissu en ressort couvert de nanoparticules de silicium, des millionièmes de millimètres de particules qui confèrent à l'étoffe de nouvelles propriétés. La surface est désormais imperméable et non seulement elle repousse l'eau, mais aussi la saleté qui ne reste plus accrochée à la fibre. Un produit high-tech qui pour Hans-Jürg Hübner représente une chance inespérée pour l'industrie textile helvétique. On parle entre guillemets d'un effet auto-nettoyant, appelé effet Lotus. En clair, nous parlons d'habits qui d'une certaine façon se nettoient d'eux-mêmes, donc qui ne sont pas salissants. Imperméables, mais aussi thermoactifs et résistants à l'usure. Grâce à cela, les taches de vin et autres boissons ne font plus que perler à la surface du tissu traité. Autre exemple d'utilisation de ces nanotechnologies, cette crème solaire. Depuis 2005, l'entreprise Spirig produit une protection contre les ultraviolets qui est basée sur les nanotechnologies. De minuscules particules de dioxyde de titane réfléchissent et absorbent les rayons UV. Résultat, une crème solaire sans filtre chimique. Le laboratoire fédéral d'essai des matériaux n'est pas en reste. À Saint-Gall, les scientifiques mènent des recherches sur les fibres textiles. Ils appliquent sur celles-ci des nanoparticules ayant la propriété de détruire les odeurs. Leur objectif, en finir avec les habits de sport empuantis de transpiration. Cette machine recouvre les fibres d'une couche extrêmement fine de nanoplasma. Le microscope électronique permet d'observer cette couche de nanoparticules déposées autour de la fibre. Une recherche que les scientifiques basent sur un phénomène connu, la capacité de destruction des odeurs que possède une simple peinture d'intérieur. Explication.
La couleur blanche que vous avez peut-être vue chez vous sur un mur a la propriété de détruire les molécules odorantes avec l'aide de la lumière du jour. La surface d'une telle paroi peut être étendue grâce à l'emploi de nanoparticules. C'est ce qu'on essaye de reproduire sur les fibres textiles en les enduisant de nanoparticules. Ça nous permet d'accroître l'effet de manière telle que vous pouvez en finir avec l'odeur dans le tissu. Les nanotechnologies sont donc très prometteuses, mais aussi porteuses de dangers. Les nanoparticules sont si petites qu'elles peuvent pénétrer dans le corps par le nez, la bouche, peut-être même la peau, atteignant au final le cerveau, là où l'on en sait assez peu sur les effets de ces particules étrangères. Peter Wick de l'EMPA travaille sur les cellules humaines. Vous voyez ici une culture de cellules pulmonaires humaines normales. On distingue ici la structure typique du fibroblaste. On voit aussi très bien le noyau de la cellule. Dans cette culture qui a été exposée à des nanoparticules, on voit que ces dernières se sont infiltrées dans les cellules. Voyez la structure granuleuse qui en résulte. Cela constitue un stress pour la cellule. Un stress qui peut être à l'origine de maladies animales ou humaines. En parvenant dans le sang, les nanoparticules pourraient être aussi dommageables que l'amiante. Des risques connus de l'Institut des nanotechnologies de l'Université de Bâle. Je ne suis pas certain qu'on ait très bien étudié le destin des nanoparticules. Où vont-elles? Restent-elles là? Ressortent-elles du corps? Traversent-elles la peau? La peau est très poreuse et se comporte comme une passoire. On doit donc imaginer qu'une fois parvenues dans le sang, les nanoparticules sont transportées dans le corps et que vous allez en retrouver dans votre cerveau, votre estomac, et qu'après des années, elles puissent encore être là. Du côté de l'Office fédéral de la santé publique, en revanche, on estime qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, dans la mesure où aucune preuve de dommage n'a été apportée par les scientifiques. Le risque serait que les particules parviennent dans les poumons ou le corps. Mais il faut encore apporter des preuves de cela. Beaucoup moins rassurante, l'étude conduite par la société de réassurance Suisse Re au sujet des nanotechnologies. Une étude qui, au chapitre de la santé, arrive à la conclusion suivante. Il existe d'ores et déjà des indications selon lesquelles certains matériels nanotechnologiques provoquent des dommages à la santé. Quant à la population, comment juge-t-elle des risques encourus? Le Centre d'évaluation des choix technologiques de la Confédération a mené l'enquête. Ses conclusions. Ce qu'on a pu établir, c'est que les gens sont plutôt positifs à l'égard des nanotechnologies, mais disent qu'ils veulent savoir lorsqu'un produit contient des nanoparticules et connaître leur utilité, leurs conséquences possibles sur la santé, l'environnement, etc. Les nanoproduits envahissent le marché, les risques sont encore mal connus. Pourtant, les autorités estiment qu'une déclaration obligatoire reste pour l'instant superflue. Environ 500 produits comprenant des nanoparticules de synthèse ont été recensés de par le monde. Les nanoparticules de synthèse mettent-elles notre santé en danger? Professeur Jacques Diésy, on va peut-être prendre des exemples concrets. Des produits ménagers en spray. Et quel est le risque là que par inhalation, ces nanoparticules de synthèse pénètrent dans notre corps? Alors, que ce soit dans le contexte ménager ou autre, ou celui au poste de travail, des gens qui fabriquent de telles nanoparticules, le problème, c'est le risque éventuel, mais qui est encore mal éclairci. On pressent qu'il existe, ou il y a même certaines évidences expérimentales. Mais que l'inhalation de particules de synthèse, nanotubes, nanosphères ou des choses comme ça, puisse, par inhalation, arriver assez profondément dans les bronches, voire passer même dans la circulation. Il y a encore des inconnus là, mais c'est clair que les préoccupations de santé sont centrales. Donc il y a un risque, effectivement, que ça pénètre dans notre corps, que ça passe via le sang, jusqu'à notre cerveau, on peut imaginer ça? Dans différents tissus, en tout cas expérimentalement, ça a pu être produit, cette situation-là, même par voie digestive, qu'il y a une distribution, plus ou moins quantitativement plus ou moins grande, mais une distribution de certaines de ces nanoparticules dans différentes régions du corps. Oui. Mais vous dites en même temps, on manque d'études approfondies, donc qu'est-ce qui prouve ce risque-là? D'abord, il y a un peu d'expérience antérieure, avec pas tellement peut-être des nanoparticules, mais des particules ultra fines,
bon, qui ont plutôt tendance à rester dans le poumon, mais qu'on connaît déjà, qui provoquent toute une pathologie respiratoire, toutes les poussières qui proviennent par exemple des diesels, des voitures diesel. Et d'autres, la silicose, provient de petites particules de quartz, un peu plus grosses que les nanoparticules. Donc par extrapolation, on imagine. En partie, c'est par extrapolation, tout à fait. Et puis d'autre part, il y a des modèles animaux qui ont été faits, puis qui ont été testés là, in vitro, in vivo. Tout ceci avance assez lentement et de façon au début un peu approximative, et puis on peut tirer, mais progressivement. Il faudrait encore plusieurs années pour arriver à un peu plus d'informations. Une grande gamme de cosmétiques a, elle, développé toute une gamme de maquillage sans colorant. Et au fond, l'apparence colorée est obtenue par de multiples réfractions de la lumière à travers des sandwichs de nanocristaux. Au fond, est-ce que là, il pourrait y avoir un risque de pénétration dans la peau? A priori, je ne connais pas vraiment cette technique. Mais en même temps, ça permet de mettre en évidence l'utilisation marketing extraordinaire actuellement de ces nanos. 90% du terme nano, c'est utilisé pour le marketing. Il y a quelque chose vraiment solide derrière, notamment les nanoparticules de synthèse, dans des domaines médicaux ou autres, où là, il y a vraiment des avancées. En revanche, pour le reste, pour pas mal de ce qui est dans les suppléments alimentaires, etc., où il y a aussi les termes nano qui sont utilisés, c'est très largement de la mythologie pseudo-scientifique. Et ça permet de vendre plus cher. Mais bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors, dans les aliments, dans l'alimentaire, est-ce qu'on en retrouve des nanoparticules de synthèse? Non, pas à ma connaissance. L'ajout direct de nanoparticules de synthèse, à ma connaissance, dans les denrées alimentaires ne se développe pas, et probablement que les industries alimentaires seront très réticents à le faire, parce que le public est réticent. S'il apprend qu'on rajoute des nanoparticules dans son alimentation, le public ne va pas aimer du tout. Les associations de consommateurs sont très réticentes à tout ça. Il y a eu un débat récemment en Suisse à ce sujet, et on voit bien qu'il y a beaucoup d'obstacles de la part du public en particulier, et aussi de la part des fabricants, et de réticence à faire cela. Ce qui est clair, c'est qu'en Suisse, en tout cas, la législation ne demande pas ni que ce soit indiqué sur l'étiquette, ni qu'il y ait des quantités limitées. Donc, est-ce que vous trouvez normal que les consommateurs ne soient pas informés que dans tel ou tel produit, il y ait des nanoparticules de synthèse? Il y a plusieurs... Fondamentalement, oui, mais en même temps... L'attitude générale actuelle, mais c'est aussi le cas au niveau européen à travers REACH, mais aussi de la législation suisse sur les produits chimiques, c'est de dire que c'est aux fabricants d'assurer que le produit qu'il met en vente ne fait pas courir de risque pour la santé. Donc ce rôle-là du fabricant est souligné, par exemple, par l'Office fédéral de la santé publique. Deuxièmement, c'est que, faute d'informations sur le risque véritable de ces nanoparticules à l'heure actuelle, il est difficile d'interdire ou de mettre des limites ou de mettre des niveaux. On n'est même pas d'accord sur la définition des nanoparticules. On a au début, vraiment complètement. Et là, alors, à travers ce goût marketing qu'il y a, tout le monde parle de nanoparticules, alors que le rôle réel, sauf dans certaines applications très spécifiques, est quand même assez limité. Mais tout le monde en parle, ça c'est vrai. Mais est-ce qu'on ne devrait pas, par rapport à beaucoup d'inconnus, adopter une attitude de principe de précaution? Oui, c'est exactement la conclusion du premier rapport de synthèse de l'Académie royale des ingénieurs anglais et de la Royal Society anglaise, qui a publié en 2004 le premier rapport ample de synthèse sur les nanoparticules de synthèse en particulier, et qui recommande exactement ça. Tant qu'on ne sait pas plus, attendons un peu, retardons le rythme d'innovation, etc. Mais de l'autre côté, vous avez tous les fabricants qui disent qu'il faut aussi évaluer le coût de ne pas développer les choses, etc., etc. Donc on est dans une situation typique où je crains que les conseils de prudence soient complètement écrasés par la volonté d'avancer dans le développement scientifique. Une situation d'ailleurs assez proche de celle de l'OGM, oui. des OGM. Concernant la médecine, on pourrait imaginer là qu'il y a des progrès formidables quand on nous parle de nanoparticules de synthèse qui serviraient comme des missiles à aller griller directement des cellules atteintes par le cancer. Ça paraît formidable? Oui, a priori, c'est pas la première fois qu'on a cette idée-là. Il y a 20 ans déjà, on imaginait avoir des anticorps contre certains antigènes cellulaires des cellules tumorales pour aller guider des médicaments à travers ces anticorps sur ces cibles. Donc c'est un vieux fantasme, hein, ça. Alors qui revient, mais peut-être avec certains résultats. Pour l'instant, effectivement, on a des microparticules de fer auxquelles on peut accrocher des médicaments toxiques pour les cellules tumorales, puis on peut les guider par un aimant. En tout cas, c'est l'intention, les guider par un aimant dans la cellule et de trouver des trucs comme ça. Si ça marche, tant mieux, c'est pas exclu, mais en même temps, c'est la machine à nano qui fonctionne hein, un peu. Mais c'est intéressant. Et effectivement, on peut imaginer dans d'autres applications aussi, biologiques, médicales ou biomédicales, ce rôle de transporteur de nanoparticules, de certaines substances actives pour faire des modifications génétiques, par exemple. Enfin, on est un peu dans l'imaginaire, mais potentiellement réel. Donc on avance un peu à l'aveugle. Pendant ce temps, les nanoparticules, effectivement, continuent à être fabriquées. Jacques Désier, merci beaucoup. Bon, merci.